Bonjour à tous, bienvenue sur un News Sécurité pour une nouvelle émission Security Book. Alors aujourd'hui, nous allons parler insécurité. Insécurité en France. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Voici le titre du nouveau livre rédigé par Jean-Jacques Richard. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Virginie. Alors Jean-Jacques, on vous connaît dans le milieu de la sécurité, plus de 35 ans dans ce domaine, dans ce secteur. Vous avez eu différents postes, des postes à très grande responsabilité en tant que directeur sécurité-sûreté dans des grands groupes. Vous êtes aussi passé par des postes de direction, consulting, et puis vous avez même à un moment donné travaillé sur un média que vous aviez créé. Donc la sécurité, la sûreté et puis l'insécurité, vous connaissez, vous êtes, on peut dire, un des experts dans ce domaine. Alors, première question, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre ? Alors, certainement une forme de colère sourde, colère de voir les victimes s'entasser, colère de voir la police malmenée, colère de voir des politiques avec des discours très martiaux, mais avec finalement très peu de résultats. Colère de voir une frange politique voulant désarmer la police et ayant des grands mots et des grandes solutions à un problème qui touche tous les Français. Et ce que j'ai voulu faire, c'est expliquer. C'est un livre grand public, ce n'est pas un livre d'experts. Ce que j'ai voulu placer dans ce livre, c'est de la pédagogie. C'est montrer et démontrer le processus de l'insécurité. Et l'insécurité, ce n'est pas simplement l'agression dans la rue, c'est le terrorisme, c'est le narcoterrorisme, c'est le grand banditisme. On voit, il y a beaucoup de chapitres. Et effectivement, à chaque fois, vous proposez des idées qui sont très intéressantes. Et je conseille de le lire parce que, comme vous le dites, ça se lit très, très aisément. Et c'est quand même très grand public. Alors, il y a quand même une phrase qui m'a interloquée, juste en dessous d'insécurité en France. On n'est pas sorti de l'auberge. C'est quand même à la fois familier et puis en même temps alarmant. Alors, ça a été un débat avec mon éditeur, qui n'était pas trop chaud de mettre cette phrase. Et pour moi, elle est très importante parce qu'elle est provocante. Oui. Et je pense que lorsqu'on veut faire bouger les choses, à un moment donné, il faut provoquer. Oui. Et j'ai voulu provoquer, et puis pour la petite anecdote, cette phrase, elle vient du XVe siècle, c'était les taulards qui l'utilisaient, puisqu'ils étaient en prison, nourris et logés, et ils disaient on n'est pas sorti de l'auberge. Et vous l'expliquez très bien, d'ailleurs, en préambule dans votre livre. Alors aujourd'hui, on le sait, vous avez raison, la sécurité, plus de 80% des Français disent que c'est une priorité aujourd'hui au niveau gouvernemental, au niveau de l'État, au niveau de la France. Dans votre ouvrage, une interrogation, semblerait-il, est sur un point central. Pourquoi l'insécurité persiste-t-elle, malgré justement, vous l'avez dit, des lois, des initiatives, des dispositifs qui ont quand même été mis en place ? Alors je pense qu'on est les champions du monde des dispositifs, on est les champions du monde des lois. Si je vous dis qu'il y a dans le Code pénal 1200 articles, 1200, voilà. La problématique, oui, champion du monde des lois, dès qu'il y a un problème, c'est une loi, dès qu'il y a un problème, c'est un dispositif, mais loi et dispositif entraînent obligatoirement des moyens derrière. Et on manque cruellement de moyens. Donc on a beau entasser les lois, les dispositifs. On a des dispositifs sur les violences urbaines, il y en a eu une multitude, les plans banlieue, les US, les ZEP, les Espoir banlieue, Nicolas Sarkozy, les QRR d'Emmanuel Macron. On a florilège de lois, de textes, de plans, voilà. Et pourtant, rien ne bouge. Alors justement, Jean-Jacques, vous parlez de la violence urbaine. Alors moi, parmi les chapitres de ce livre, il y a tout un chapitre sur les violences urbaines, effectivement, avec un focus sur le profil des émeutiers de 2023. J'aimerais que vous fassiez un point particulier sur ceci, très intéressant. D'accord. Alors déjà, les émeutes de 2023, c'est 672 communes d'impactés, 95 départements, et ça a coûté la bagatelle en 11 jours d'émeutes d'1 milliard d'euros. Je dis bien 1 milliard d'euros, ce qui est totalement
colossal. Bien sûr. 50 000 émeutiers. Voilà, recensés par les forces de police. Alors, on est peut-être à 45 000 ou à 55 000, mais le nombre était extrêmement important. Sûr, oui. 11 jours d'émeutes, avec des émeutiers qui ont été interpellés. Il y a eu plus de 4 000 interpellations. 94% d'entre eux ont été jugés. 1200 ont été condamnés à la prison ferme. Ouais. Et dans le profil, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un profil... on ne voit pas un profil de voyou professionnel. Ouais, c'est ça. Vous le dites, hein, des personnes majoritairement sans antécédents judiciaires, peu diplômées, issues de familles très souvent monoparentales. Un Absolument. constat social, en fait. C'est un constat social qui a été dressé par le rapport du Sénat, par des sénateurs. Et ce rapport, en fin de compte, il fait peur. Parce que si on avait eu affaire face à des émeutiers professionnels, archi connus des forces de police, et parmi les émeutiers, il y en avait bien évidemment, on se dirait, bon, ok, c'est un état de fait. Mais là, ce n'est pas le cas. En fin de compte, c'est une colère qui a surgi, qui était là, et qui a, suite au décès du jeune Naël, a explosé par mimétisme, a explosé par opportunisme, mais c'est une explosion qui a coûté très très cher financièrement au pays et socialement au pays. Alors justement, cette fracture, on peut parler de fracture sociale quelque part, c'est une cause, semblerait-il, assez récurrente aujourd'hui. Vous avez parlé de l'aspect économique, mais est-ce avant tout justement un problème à la fois économique, culturel, de cohésion sociale, cohésion nationale ? Alors c'est un ensemble, Virginie. Traiter l'insécurité, c'est un sujet, l'insécurité est un sujet multidimensionnel. Si vous ne prenez pas toutes les composantes de la société, ce qui fait vivre une société, eh bien vous passez à côté. Mais pour répondre à votre question, en 2004, en France, il y avait plus de 700 zones urbaines sensibles. Aujourd'hui, en 2025, il y a 1362 QPV, quartiers prioritaires de la politique de la ville. Dans ces QPV, vous avez 5,8 millions d'habitants. La moitié sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc, en fin de compte, quand vous regardez ces quartiers, quand vous regardez la France, vous vous dites, mais il y a des quartiers, il y a des personnes qui cumulent tout. Voilà. Alors nous, on se plaint de l'insécurité, on se plaint qu'il y a trop de trafic, on se plaint de beaucoup de choses, mais il y a des personnes en France qui cumulent tout. Ils cumulent l'insécurité, ils cumulent un habitat dégradé, ils cumulent des échecs scolaires, ils cumulent des liens sociaux qui explosent. Et donc, c'est une vraie problématique. Donc, oui, c'est social, c'est culturel, c'est économique, c'est au niveau de l'éducation, c'est un ensemble. Alors il y a un autre aspect, et que vous évoquez également dans votre livre, c'est le rôle des réseaux sociaux aujourd'hui, qui, vous le dites, je cite, un monstre hors de contrôle. Alors, oui, Mark Zuckerberg, quand il a créé Facebook, avait pour ambition de rapprocher l'humanité. Dans un premier temps, il a réussi son pari, il a rapproché l'humanité. Et dans un deuxième temps, avec la multiplication des réseaux sociaux, on a vu apparaître des messages de colère, on a vu apparaître de la haine, on a vu apparaître du harcèlement, on a vu apparaître du terrorisme, des recrutements. Donc, on a en quelque sorte ouvert la boîte de Pandore et s'est échappé cette boîte un monstre qu'on n'arrive plus à contrôler. Un exemple, en 2024, lors des émeutes en Nouvelle-Calédonie, le gouvernement français a stoppé TikTok. Ouais, parce que les messages et les relais s'effectuaient par la messagerie TikTok, par le réseau social TikTok. Là, récemment, début septembre, un rapport TikTok a été rendu par 2 parlementaires qui font beaucoup de préconisations. Interdiction de TikTok à moins de 15 ans, responsabiliser les parents, ainsi de suite, couvre-feu numérique. Je vais vous dire, what else ? C'est difficilement contrôlable aujourd'hui, voire incontrôlable. Mais c'est absolument impossible. Pas au niveau français, pas au niveau européen. C'est une prise de conscience qui doit être mondiale. Ouais. Si on n'a pas cette prise de conscience mondiale, pour qui a des adolescents à la maison, on sait, mais
toute la difficulté de lutter contre un réseau social, de faire décrocher nos enfants de ce fameux téléphone portable, de ce fameux... donc oui, c'est un monstre hors de contrôle. Alors justement, on vient aux résolutions, aux solutions peut-être, et pour résoudre les problèmes d'insécurité, vous écrivez, il faut une approche globale, nécessaire, impliquant à la fois la justice, l'éducation, et puis surtout des solutions à long terme. Oui, alors... Bien plus que les solutions, je pense qu'il y a de nombreux rapports au ministère de l'Intérieur, des rapports d'Alain Boer et d'autres qui doivent caler certaines armoires au ministère de l'Intérieur. Les solutions, elles sont connues. La solution, elle est, ce que je vous disais tout à l'heure, elle est multidimensionnelle. Elle doit effectivement s'intéresser à la police, aux moyens de la police, aux moyens de la justice, aux moyens de l'éducation, mais également aux moyens de la santé. Parce que la santé joue aussi un rôle important dans la lutte contre l'insécurité, au lien social, les éducateurs, et j'en passe. Aujourd'hui, pour lutter contre l'insécurité, il faut agir sur plusieurs leviers en même temps, que moi je nomme prévention, protection, défense et réinsertion. La prévention, c'est le socle. Voilà. Le but n'est pas d'attraper des acteurs malveillants, le but est de faire en sorte qu'un acteur malveillant ne devienne pas acteur malveillant. Donc, c'est la prévention. Et la prévention dès le plus jeune âge. Donc, ça veut dire un système éducatif qui soit extrêmement solide et bien au-delà de celui que nous connaissons aujourd'hui. Bien au-delà. Des solutions concrètement, qu'est-ce que vous proposez, par exemple, au niveau du système éducatif? Qu'est-ce qui ferait justement que ça puisse changer? Au niveau du système éducatif, on entend souvent l'éducation nationale éduque les enfants et les parents élèvent les enfants. Eh bien moi, personnellement, je pense qu'à un moment donné, il peut appartenir aussi à l'éducation nationale d'élever nos enfants et d'élever dès le plus jeune âge. Et quand je dis élever, c'est dans le sens faire monter. C'est pas élever, mettre un pantalon et ainsi de suite. C'est vraiment élever au sens symbolique du terme. Alors, on a parlé de l'éducation. Vous avez dit qu'il faut également plus de moyens pour la police, la gendarmerie. Quelques idées par rapport à ces moyens? Oui. La police en force de l'ordre en France, c'est 253 000, selon le rapport des comptes de 2024, 253 000 forces de l'ordre. 151 000 policiers et 102 000 gendarmes. Plus de moyens, bien évidemment. Quand vous prenez cette force de 253 000, que vous retirez le personnel administratif, que vous retirez la PJ, qui est en charge des enquêtes, que vous retirez les gardes statiques, que vous retirez les personnes qui sont malades, que vous retirez les personnes qui sont en formation, que vous retirez les groupes d'intervention, que vous retirez... Combien en reste-t-il? Combien en reste-t-il? Entre 80 000 et 100 000. Ouais. Là où sur le papier, on a 370 policiers et gendarmes pour 100 000 habitants, on arrive à une fourchette de 80 et 100 000 qui sont sur la voie publique à faire de la prévention. Donc pour vous, c'est insuffisant? De manière, il va falloir changer de logiciel. J'ai écrit récemment qu'il fallait des actes et arrêter les tweets. Mais il faut des actes. Vraiment. Et pour avoir quelque chose de fond, une lame de fond en matière de lutte contre l'insécurité, eh bien, il va falloir qu'on change totalement de logiciel. Il va falloir qu'on soit dans la rupture la plus totale. Je parle dans mon livre de destruction créatrice de l'économiste Joseph Schumpeter. À un moment donné, quelque chose ne fonctionne pas, il faut savoir dire stop, on casse et on reconstruit. Voilà, donc une réflexion globale, cette approche globale dont vous parlez. Et ici, on rend hommage aux forces de l'ordre qui effectivement sont sur le terrain, mais qui malheureusement parfois manquent de moyens. Ça, c'est un vrai constat. Du coup, vous le dites, c'est à tous les niveaux. On revient sur l'éducation, la santé,
d'autres acteurs, la famille peut aider. Et puis vous dites aussi que la société civile a son rôle à jouer. Bien sûr que la société civile a son rôle à jouer, elle le joue d'ailleurs déjà très bien avec les associations, hein, le nombre d'associations qui apportent un soutien à ces familles qui ont atteint un niveau de paupérisation qui est parfois extrême. Mais il y a aussi, nous dans le métro, nous lorsque nous marchons dans la rue, apprenons à lever la tête, apprenons à alerter. Je ne veux pas faire de tous les citoyens français des actes citoyens. Retrouvons cette citoyenneté. On voit une situation anormale, à nous d'alerter. N'hésitons pas. On n'est pas tous des combattants et on n'a pas tous la possibilité d'intervenir. Mais, et quand bien même, il est parfois plus prudent de ne pas le faire, mais alertons. Je pense qu'il faut qu'on se redresse et qu'on s'approprie ce dicton de Lagardère, un pour tous, tous pour un. Et c'est vraiment ça. Très bien, alors vous avez tout à fait raison Jean-Jacques, un pour tous, tous pour un. Finalement, pessimiste ou optimiste quant à l'avenir? Alors moi je suis extrêmement optimiste. Pour tous ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un d'optimiste. Mais je suis un optimiste à sang-froid. Un optimiste extrêmement lucide et un optimiste qui regarde les choses en face. Donc, pour répondre à votre question, très optimiste si les moyens, dont certains moyens que je décris dans le livre, et je n'ai pas du tout la prétention, bien évidemment, d'avoir les solutions à tous les problèmes, mais au moins d'engager cette réflexion. Optimiste si on fait quelque chose, optimiste aussi si nos finances publiques se redressent, parce que l'argent sera le nerf de la guerre pour conduire cette bataille. Bien sûr. Et extrêmement pessimiste si on reste tel quel aujourd'hui. Vous, à la fin de votre livre, sur le dernier chapitre, vous évoquez à l'horizon 2050 plusieurs trajectoires possibles. Alors je laisserai les lecteurs, et ils seront nombreux, regarder vos 10 scénarios que vous décrivez très bien, très rapidement. Pour vous, quels sont les 3 scénarios les plus inquiétants? Alors, il n'y en a pas 3, il y en a un. Et c'est celui que je viens de vous décrire, c'est celui où on ne fait rien, c'est celui où on continue le saupoudrage, c'est celui où on se dit que finalement, tout ça va finir par se régler. Finalement, on va trouver des solutions. Eh bien non, l'insécurité ne se réglera pas d'un coup de baguette magique, ça demandera des années, certainement, et à mon avis, une génération, pour rétablir la situation. Ce sera compliqué, ça demandera des efforts à tout le monde, mais ça en vaut tellement le coup. Merci beaucoup Jean-Jacques d'être venu sur le plateau pour Insécurité en France. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Eh bien, je recommande ce livre que j'ai lu effectivement très aisément, qui est magnifique. Merci à vous Jean-Jacques. Merci et à très bientôt. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur A News Sécurité et à très bientôt pour une nouvelle émission Security Book.